Intrusion violente, c'est le mot qu'a utilisé la directrice de l'hôpital. Attaque, c'est celui qui m'est venu après avoir entendu le récit ému des personnels. Retenez le terme que vous voudrez. Mais j'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot attaque. Je souhaite qu'aucune polémique n'existe sur ce sujet. Et en le voyant l'être, je me dis que le voyant naître, je n'aurais pas dû l'employer. Je crois savoir que le ministre de l'Intérieur a corrigé son propos. Il a sans doute eu raison de le faire en choisissant le terme qu'il a utilisé. Et je n'ai pas d'autres commentaires à faire, sinon qu'il a évidemment, et comme depuis le début, toute ma confiance. On a fait depuis quelques jours le procès médiatique du ministre de l'Intérieur parce qu'il n'avait pas utilisé le bon mot pour qualifier des gens qui s'étaient introduits dans un hôpital. Intrusion violente, terme utilisé par la directrice, est en effet mieux adapté et semble confirmé d'ailleurs par les vidéos qui sont apparues depuis. C'était extrêmement court mais extrêmement surprenant aussi. Vous avez vu Court, c'est-à-dire ? Ça a duré environ 2-3 minutes. Vous avez vu l'intervention des forces de l'ordre? Oui, avec la porte vitrée, on voyait l'intervention. C'était plutôt calme. Oui, ça s'est passé dans le calme. Il n'y avait pas de débordement en tout cas. On nous a parlé de matériel dérobé. Comment ça peut se faire puisque les portes étaient fermées? Non, il n'y avait pas de matériel dérobé à mon sens. Il n'y a pas eu d'intrusion? Non, pas d'intrusion, non. Comment vous vous sentez, vous, là? Bah écoutez, très bien. Désolé de quitter la poésie de Paul Valéry. Je voulais demander à M. Debré, en tant que spécialiste du média aussi, avec ses cahiers de la médiologie, j'aimerais savoir ce qu'il pense en fait de l'émergence comme source d'information des réseaux sociaux. Et le développement récent de l'actualité nous montre que pour ce qui est de la propagation des fake news, il y a eu une forme d'inversion sur l'histoire de la Pitié-Salpêtrière. Et on voit bien que les réseaux sociaux ne sont pas uniquement des machines à propager des fake news. Et voilà, France Inter a pris sa part dans la propagation de la fake news de la Pitié-Salpêtrière, par exemple. Alors, je peux pas vous laisser dire ça, Nicolas, mais ce serait trop long de vous l'expliquer, donc je vous laisse finir. Et puis surtout, l'épisode de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, effectivement, près duquel un CRS toulousain, un capitaine, a reçu un pavé dans la tête. Il a été transporté aux urgences, juste à côté donc, et c'est justement dans cet hôpital de la Pitié-Salpêtrière qu'un groupe d'une quarantaine d'individus s'est infiltré par l'entrée du Crous, la cafétéria universitaire. Il y a eu pas mal de dégradation, mais bien plus grave, selon le patron des hôpitaux parisiens, Martin Hirsch. Ces manifestants ont effectivement tenté d'attaquer le service de réanimation de l'hôpital avant d'être finalement tous interpellés par la police. On ne sait pas encore s'il y a un lien avec la présence du CRS qui avait reçu un pavé un peu plus tôt dans l'après-midi dans la tête. Les médias sont extrêmement coupables, car à 2h31 du matin, il y a une dépêche AFP qui va nourrir certains sites internet du Monde et de Libération, fort heureusement à 7h30 du matin le 2, qui contestent déjà, s'appuyant sur les vidéos qu'on diffuse, des premiers témoignages, etc., en disant il n'y a pas eu d'attaque, c'est pas ce qui s'est passé, c'est pas vrai. Pourquoi, quand vous me dites c'est peut-être une connerie, c'est dégueulasse. C'est une déclaration qui est dégueulasse, parce que ça veut dire qu'on abuse du peuple en disant il y a des gens qui ont attaqué un service de réanimation. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Il a déformé la réalité, dit Benoît Hamon. Oui, c'est vrai, il a un peu déformé la réalité pour faire de la politique. Exactement comme Jean-Luc Mélenchon, quand Jean-Luc Mélenchon avait dit, parce qu'il y avait des soldats postés devant les bâtiments pour les protéger, attention, ils vont tirer dans la foule, je demande aux soldats de ne pas obéir aux ordres, de ne pas tirer sur les manifestants. Là aussi, il y avait eu déformation de la réalité. Est-ce que finalement, faire de la politique, ça n'est pas toujours un peu ou beaucoup déformer la réalité? Donc on comprend que le terrain en France n'est pas très amical avec vous. Vous avez un gouvernement, il y a un porte-parole, un spokesman, qui dit que vous êtes exclu de la salle de l'Élysée parce que vous faites de la propagande. C'est ça l'accusation. Et puis, vous recevez des menaces de mort. Alors, moi j'ai envie de vous poser la question, elle est un peu brutale, mais je vais vous la poser gentiment. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé? Même en tenue de sport et en vacances, il se prête au jeu des photos. Après avoir suivi depuis l'Élysée la 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes, le président de la République s'offre un peu de repos. L'occasion pour certains habitants de le croiser.
And what is amazing about your question in the beginning is that you said, do you think you deserve to have death threats because of the things that you distribute? I think what really bothers you and many other journalists is that RT is giving the floor and the voice to people who actually come out and protest and you know... Oh yeah, you give the voice to Mr. Drouet and he says, oh, how nice Russia Today is. As well. Oui, ça s'est passé il y a quelques minutes, juste derrière moi. Une dizaine de gilets jaunes a réussi à pénétrer dans la salle et à interpeller la candidate, les candidats et le Premier ministre présent ici, provoquant un léger brouhaha avant d'être évacués de la salle. C'est donc compliqué pour la liste de la majorité de tenir des meetings complètement calmes. Nous n'avons jamais dit que ce serait facile. Je vous rappelle que nous partons d'une situation où aujourd'hui, le premier parti de France au Parlement européen, c'est le Rassemblement national. C'est face à ça que nous sommes, c'est ça que nous voulons combattre. Madame Le Pen, voilà. Non, là, ça vous avez hérité de votre père pas au niveau, là. un nom, bon. pas Bref. moi. Vous avez Donc, un nom dont il avait fait une marque, pas moi. Vous avez hérité de votre père un parti, oui, donc bien vous avez sûr. fait une rente, bien sûr, pas moi. Bien Alors sûr. moi, c'est vrai que je me suis élevée par l'école Oui, et j'en ai bien pas sûr. honte. Selon une légende, un vieux chef avait décidé de jeter son bâton de marche tout rongé et courbé. Mais le bâton revint vers lui. Agacé, le chef le relança de nouveau et le bâton revint une fois de plus. Ça, c'est pour la légende. Eh bien, d'après Mediapart, vous l'avez dit, Nathalie Loiseau, la tête de liste de La République En Marche aux élections européennes s'est donc présentée à des élections étudiantes sur une liste d'extrême droite. Reprenons, c'était en 1984. Nathalie Loiseau a alors 20 ans. Elle s'appelle encore Nathalie du Coulombier. C'est son nom de jeune fille. Hier, au mémorial de Caen, Nathalie Loiseau a promis un blitzkrieg pour relancer sa campagne aux européennes. Blitzkrieg, c'est un terme qui fait référence à la guerre éclair de l'Allemagne nazie. Nathalie Loiseau a précisé qu'elle voulait, je cite, un blitzkrieg positif, car nous sommes là pour proposer et non pour bombarder. Le champ lexical nazi passe très mal dans un contexte de commémoration du 8 mai, surtout que la candidate n'en est pas à sa première polémique pendant sa campagne. Le premier parti de France au Parlement européen, c'est le Rassemblement national. C'est face à ça que nous sommes, c'est ça que nous voulons combattre, pas pour arriver les premiers, pour être les premiers, mais pour que enfin la France retrouve une voix qu'elle a perdue au Parlement européen. Vous êtes favorable, vous, à ce que la France perde un peu sa souveraineté pour céder sa souveraineté à l'Union européenne. Oui. J'imagine que c'est pareil pour la bombe nucléaire, pour la défense européenne. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous êtes député LREM aujourd'hui, est-ce que c'est une position d'En Marche, d'Emmanuel Macron aujourd'hui en vue des élections européennes, ou est-ce que c'est une position personnelle? Alors, le fait de transférer une grande partie de la souveraineté nationale au niveau européen, c'est le cœur de ce qu'on proposera aux élections européennes. Ça, c'est très clair. C'est donc compliqué pour la liste de la majorité de tenir des meetings complètement calmes. Compliqué également ce début de campagne pour Nathalie Loiseau. Donc l'idée avec le meeting ce soir et ses soutiens de 4 ministres présents, dont le Premier ministre, c'est bien sûr de relancer cette campagne car elle bat un peu de l'aile. Voici les projets les plus fous. Que la lumière soit de Christophe Pinguet, un faisceau lumineux pour faire revivre Notre-Dame. Votre avis autour de la table. Projet 2, tout en vitrail du Brésilien Alexandre Fantosi, un toit et une flèche complètement recouverts de vitraux dans les tons rouges. Trop kitsch. Projet 3, une serre au-dessus de Paris pour la réinsertion professionnelle signée du studio NAB. Ça sert à rien. On se croirait chez Truffaut. J'ai reçu pas mal de commentaires qui me disaient que l'art contemporain c'était du caca. Mais vous croyez pas si bien dire parce que aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va s'atteler au caca contemporain. Ce sont des cacas que vous pouvez voir dans des musées ou dans des galeries. Et surtout, Projet 4, un peu provocateur, remplacé, qui a été construit à l'origine parce qu'il s'est passé lors de l'incendie. L'idée vient d'un designer français, Mathieu Lehanner, une flamme permanente monumentale recouverte de feuilles dorées, je cite, un moyen de capturer la catastrophe et de la transformer en beauté en transformant l'éphémère en permanence.
Bonsoir Camille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors ce livre... Les uns, les autres, ça donne la couleur, David. Et la principale haine, c'est celle dans le livre qui oppose Nicolas Sarkozy à son Premier ministre d'alors, François Fillon. Oui, tout à fait, l'histoire d'une humiliation à Matignon. François Fillon humilié notamment par les conseillers du président. Tout d'abord, comme Henri Guénaud qui dit ceci à son sujet. Tout l'humilie, les gens qui ne sont pas... Reste la question de ses motivations. Oui, alors elles sont assez floues. On sait qu'il s'est présenté à la police hier comme le bras armé des Gilets jaunes à Toulouse et il a filmé une partie de sa prise d'otage. Hier, il était équipé d'une caméra qu'il portait sur son torse et dans cette vidéo qu'il a mise sur les réseaux sociaux, il dit qu'il fait partie d'une milice armée qui a pour vocation de rétablir une forme d'ordre social, de lutter... Je veux me souvenir, mais je voudrais que les jeunes aussi puissent avoir en mémoire que la liberté a été supprimée en France. Quand on voit ça, ça ne donne pas envie aux jeunes de venir, hein, moi je vous le dis. Alors les gilets jaunes, c'est ça, je veux bien. On est contrôlé, ça va. C'est pas la peine d'enregistrer. Je vois pas pourquoi on empêcherait des citoyens d'aller commémorer le 8 mai. Enfin, même si on porte un gilet jaune, on reste quand même citoyen. Donc, je comprends pas qu'on puisse interdire à des gens de commémorer. Donc, encore une fois, porter un gilet, je pense pas que ça soit non autorisé dans la loi. C'est peut-être un signe distinctif, mais ça s'arrête là. Donc, on peut même dire que c'est de la discrimination envers ça. Quoi de mieux pour remobiliser ses troupes que d'apparaître aujourd'hui en chef de la nation, à nouveau avec cette hauteur que la cérémonie va lui imposer. Ça lui permet d'avoir les deux faces, Emmanuel Macron, celle de l'homme politique et celle du président de tous les Français. Alors... Ce film est déconseillé au moins de...